Bon, je dois dire que pendant cette journée, j'ai été très studieux, j'ai soigneusement écouté, pris des notes, d'où ma difficulté à extraire une seule question. Pour répondre en continuité et en articulation avec ce que je viens d'entendre, ça m'est arrivé aussi exactement. Au bout de 2 séances, j'étais déjà allongé. Hein. Ce qui n'a pas laissé de me questionner tout au long de l'analyse. Hein. Pourquoi avait-il été si vite bon. Maintenant, pour revenir à la journée d'aujourd'hui, donc très riche, il m'a semblé qu'à la fois il y avait une mise en continuité des questions et une mise en tension autour de 2 points. Il y a d'un côté l'intemporalité de l'inconscient et de l'autre côté l'historicité du monde. Ce qui a amené finalement un débat interne aux différents intervenants, aux différents exposés. C'est est-ce que l'état du discours dominant conditionne-t-il la possibilité de la psychanalyse, ce qui impliquerait une certaine nécessité de l'adapter à son époque, ou bien est-ce que la psychanalyse, son éthique, autant que son corpus conceptuel, doit politiquement s'affirmer, voire s'imposer dans l'actualité du monde? Il m'a semblé qu'il y avait cette tension qui parcourait les différentes approches. Donc je ne vais pas reprendre bien sûr toutes les interventions, mais je vais plus particulièrement rappeler ce qu'ont pu dire les premiers intervenants, Paul Allerini et Pierre Bruno. Enfin, j'ai été sensible et intéressé par tout le reste, mais les 2 exposés se sont articulés autour d'un constat, c'est que il y avait on pourrait dire que souvent analystes varient, quoi. Enfin, la vox populi accorde ça au féminin avec une certaine misogynie, mais l'historique, le panorama historique que Paul Allerini nous a donné montre que les positions prises à partir du texte primordial de Freud, donc 1913, sur les débuts de l'analyse, les positions prises par ses élèves ont varié, se sont diversifiées sur les questions du début de la cure. Et que ça s'est prolongé comme ça dans les différentes branches de l'IPA jusqu'à ce que Lacan finisse par, d'une part, critiquer ce qu'il a considéré comme une déshérence et proposer quelque chose qui a stabilisé pendant un temps cette question de l'entrée. Bon, ça a été rappelé, la rencontre des corps dès le début, ensuite les entretiens préliminaires, la rectification subjective, l'assomption par l'analyste d'une position de semblant d'objet à la femme, quelque chose comme ça, qui ensuite sera bien sûr mis au travail par Lacan au fur et à mesure de son avancée. Mais ce qui apparaissait après l'exposé comme ça, à la fois historique et actuel de Paul Allerini, c'est qu'on ne pouvait pas faire une typologie des modes d'entrée. Et Pierre Bruno reprend ça en disant il y a un constat de la variété des analystes, ce qui ne doit pas nous étonner dans la mesure où on peut considérer que les analystes ont des symptômes. Donc lui, ce qu'il propose, c'est de passer dans une autre dimension qui est celle de la temporalité de l'inconscient. Aucun commencement, jamais. Et à partir de là, évidemment, ça s'éclaire tout autrement, cette question de l'entrée. C'est-à-dire que, à partir de là, l'analyse peut occuper une position logique, quelle que soit sa singularité, quelle que soit sa versatilité, on pourrait dire même. Ouais. Et c'est les 4 points qu'il aura développés dans la suite. Bon, je ne vais pas vous les rappeler, simplement, je suppose que vous vous en souvenez, qu'a priori soit posé le discours analytique. Alors ça, évidemment, ça suppose aussi que ce discours analytique puisse avoir son efficacité dans l'époque, mais au moins que quelqu'un le pose.
ensuite que le demandeur consente à occuper la place du petit autre dans ce discours, et en même temps la place du sujet, ce qui, là je rappelle rapidement, parce que c'est important aussi de ressaisir un peu les grandes nervures d'un travail, ce qui implique qu'étant à la fois petit autre et sujet, il va sans arrêt glisser d'un côté ou de l'autre, c'est-à-dire dans un discours ou dans un autre, hystérique, maître, universitaire. Je prends trop de temps. Ce qui laisse supposer d'ailleurs que les discours sont synchrones pour un sujet. Et d'où l'acte de l'analyse qui va peut-être briser cette synchronie, pour qu'il y ait un passage au discours analytique. Également, le troisième point, c'était qu'il est possible d'écarter le fait qu'il n'y aurait plus de demande d'analyse ou que ça serait toujours des demandes d'autre chose. Enfin, c'est une argutie, en fait. Même du temps de Freud, c'était toujours une demande d'autre chose. Parce que la première demande, évidemment, comme la personne, qui est encore la personne, n'a aucune idée de ce qu'est l'expérience analytique, c'est forcément une demande d'autre chose. Donc, ça n'est que lorsque le transfert s'engage qu'on peut parler à ce moment-là d'une demande qui s'inscrit dans le cadre d'une demande d'analyse. Donc, c'est l'analyste là aussi qui est actif, par sa position. Par contre, pour pouvoir tenir cette position, il faut qu'il ait été produit par son époque, c'est ce que souligne Bruno, par son époque, qu'il soit produit en tant qu'analyste. Donc ça, c'est une vraie et grave question. Et le quatrième point, c'est celui qui m'a le plus intéressé, je m'arrêterai là-dessus, c'est celui que je trouve le plus innovant, c'est que tout analysant, je condense, tout analysant doit inventer son analyste. Et puis, comme une sorte de prémisse, sa propre invention d'analyste. C'est-à-dire qu'il y a, comme il a employé ce terme, superposition de cette analyste inventée. Alors là, on va évoquer bien sûr le semblant d'objet. Moi, j'appelais ça récemment une guenille du néant, ce truc-là. Et puis la position que tient le praticien, cette position où il assume ce semblant. Donc on voit bien qu'il y a déjà côté analyste une sorte de clivage, entre deux phénomènes. Si on peut parler de phénomène, je sais pas. Donc, ce qui donne un style particulier à chaque analysant. Ce qui fait que chaque analysant a un analyse singulier. On peut être en analyse, 3 personnes peuvent être en analyse chez un même analyste, et ils n'ont quand même pas le même analyste. Donc, en définitive, en posant comme un a priori nécessaire qu'il y ait de l'analyste, le repérage d'un devoir repérer un début d'analyse perd de son acuité, perd de son importance en quelque sorte. C'est ce qui permet à Pierre Bruno d'évoquer la décision d'anticipation, de certitude anticipée, qui est acte d'analyste. Ça. Voilà. Mais la question qui reste, c'est qu'est-ce qui se passe véritablement dans cette superposition entre l'analyste inventé et l'analyste proposé. Voilà.